Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 14h01. On laisse tous les participants arriver. Je vous donne rendez-vous dans 3 petites minutes. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, télécharger une documentation extrêmement intéressante dans l'onglet Fichiers. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, il est 14h05. On va démarrer immédiatement. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, Corinne me dit qu'elle n'entend rien. Vous n'entendez rien? Alors là, c'est très étonnant. Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Parfait. Très bien. Pour celles et ceux qui étaient présents au webinaire de la semaine dernière,
Vous avez le replay sur notre chaîne YouTube Buchin Gérubin. Merci de vos réponses. Nous avons eu des tout petits bugs techniques, mais qui n'ont pas obéré la pertinence des informations que nous vous avons transmises, parce que je pense que vous le savez, il y a eu un problème avec le serveur OVH, qui est un serveur extrêmement utilisé par de nombreuses structures petites ou grandes. Mais voilà, malgré tout, à la réécoute, les propos étaient clairs, ceux de Maître Urbain, Maître Arrousse et moi-même. Donc, si vous n'avez pas pu assister au webinaire sur les nouveautés du divorce amiable, je vous invite à réécouter le webinaire sur notre chaîne YouTube et dès lundi prochain, vous aurez une page dédiée avec toute la documentation et des podcasts et des liens vers la réglementation sur notre site internet, à la page Lire, voir et entendre. Et vous aurez aussi le replay du webinaire de ce jour, ainsi que toute la documentation. Si vous le souhaitez d'ores et déjà, comme d'habitude, vous pouvez télécharger de nombreux fichiers extrêmement pertinents et utiles pour votre pratique professionnelle dans l'onglet Fichiers. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie d'être présent et d'être fidèle à ces webinaires. Les thématiques que nous avons choisies, elles sont au cœur de votre activité professionnelle. Et celle du jour, elle est un peu particulière. Elle fait partie des demandes, des dossiers que nous voyons passer au cabinet relativement fréquemment et récemment. C'est la problématique du harcèlement au travail, alors qui est une problématique malheureusement fréquente et ancienne, mais corrélée au contexte très particulier qui est celui du télétravail. Et là, je vous demande votre participation extrêmement active dans le chat pour me poser toutes les questions ou cas auxquels vous êtes susceptible d'être confronté dans le cadre de votre activité professionnelle, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un sujet qui est éminemment pratique, concret, et sur lesquels moi je serais très heureuse d'interagir avec vous. Maître Annabelle Boubli, que vous connaissez bien, avec qui je travaille en binôme au cabinet sur les dossiers de droit social, a dû partir à l'étranger. Donc voilà, elle ne peut pas animer avec moi ce webinaire, mais sachez qu'elle est à votre disposition, tout comme moi, pour toutes ces questions, plus en détail ou pour des cas particuliers. D'ailleurs, vous avez dans l'onglet les fichiers un bon de consultation juridique gratuite que vous pouvez télécharger et transmettre aux agents ou salariés que vous rencontrez. Alors, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Le télétravail aujourd'hui, ça s'est absolument généralisé. C'est quelque chose qui est véritablement rentré dans le paysage de tous les contextes professionnels, d'ailleurs, je dirais, du privé ou du public. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 95%, c'est dire l'énorme pourcentage, l'écrasant pourcentage des organisations ont recours au télétravail pour les collaborateurs, bien évidemment, qui sont éligibles, ça n'est pas pour tous les collaborateurs. Et le télétravail, on y reviendra là aussi, a été imposé dans la majorité des cas sur un quart à moitié de la population, quasiment la moitié des salariés en Île-de-France. C'est une forme, nous pourrons qualifier ça ainsi, de télétravail contraint que la loi a autorisé, ô combien. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous faire un cours de droit, loin s'en faut. On va parler très précisément de la problématique que soulève le télétravail à la lumière du harcèlement potentiellement sous-jacent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien, quand vous le savez, diffuser des vidéos qui vont nous permettre d'interagir. Alors, la vidéo que je vais vous diffuser, c'est une vidéo de collègues qui discutent par Zoom. Alors, l'angle qui est donné à ces vidéos, c'est une vidéo qui vient du Canada, qui est très savoureuse, mais très pertinente aussi, et qui pointe les agissements ou les propos sexistes. Et je vous invite, s'il vous plaît, à réagir dans le chat après la diffusion de cette courte vidéo de 3 minutes. Alors, Rodam, Camille. Alors, les propositions sont très différentes, hein, tant mieux. À première vue, celle de Gétor est très séduisante. Alors, carrément, il y a de l'audace, de la vision, ça déménage. Alors, je suis d'accord, hein, c'est une proposition stimulante. En plus, on a exactement les bonnes ressources. Hein. J'ai déjà une idée de qui on mettrait là-dessus, des synergies que ça pourrait créer. Alors, bien sûr. Mais le rapport Fletcher… Maëlle,
s'il te plaît. En fait, sur Zoom, si on est plusieurs à parler en même temps, c'est très compliqué. Pardon, je croyais que tu avais fini. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Continue, hein, je t'écoute. Alors, merci Camille, super. Super, l'irremplaçable intuition féminine. T'en dis quoi, Thomaël? Bah, non, mais en fait, c'est en gros ce que j'allais proposer. Bon, parfait. Bon, j'en profite, je le dis devant vous, évidemment, devant Delvaux, je dirai pas ça. Hein? Et devant moi, si. Oui. Toi, Géry, c'est pas pareil. Toi, tu as de l'humour. Alors justement, mon mari m'a raconté une bonne blague ce matin sur le rhume masculin. Donc, Camille, on va garder les blagues pour un petit peu plus tard parce que là, on a plein de trucs à voir. OK? Fred, tu m'entends? Le rouge à lèvres, le décolleté. Pardon? Je dis le rouge à lèvres et le décolleté. Écoute, je sors d'une visio avec un client du luxe. Voilà. Donc, Et tu as raison de mettre toutes les chances de ton côté. Ah non, attends, mes interlocutrices sont des femmes, donc c'est pas du tout. Oui, les femmes peuvent plaire aux femmes. Bon, on n'a pas Christophe aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est juste toi et moi. Ça va être compliqué de rester concentré, mais c'est comme ça. Écoute, Fred, tu peux arrêter, s'il te plaît, parce que là, c'est. C'est bon, hein, détends-toi. On est sur Zoom. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais peut-être eu du mal à me contrôler. Alors, comme vous le voyez, une vidéo assez édifiante, peut-être un peu trop caricaturale, mais qui n'est pas exempte de situations, de contenir en elle-même des situations qui vous parlent, tirées de peut-être de scènes, puisque là il s'agit d'une scène de théâtre, mais de contexte professionnel ou de réunions Zoom auxquelles vous avez pu être confrontés. Ce qui me ferait plaisir, c'est que éventuellement vous intervenez dans le chat pour me dire si la petite vidéo que vous avez pu entendre et voir pour vous contient en elle-même des facteurs que nous pourrons qualifier de harcèlement. Est-ce qu'il s'agit d'une forme de harcèlement à l'égard de cette femme? Est-ce qu'il s'agit de propos sexistes, d'agissements sexistes? Est-ce que le fait de lui couper la parole pendant le Zoom peut être qualifié de harcèlement? S'agit-il du harcèlement ou simplement de stress au travail qui pourrait être, on va dire, communiqué à cette femme dans le cadre de son activité professionnelle en télétravail? Voilà, autant de questions que pose ce type de réunion à distance lorsqu'elle crée particulièrement une forme d'horizontalité, c'est-à-dire que même, je dirais, de promiscuité entre tous les acteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, je dirais, la vision hiérarchique qu'on peut avoir en interne, en physique, dans les réunions au sein des entreprises, mais effectivement une sorte de convivialité qui irait jusqu'à dire, par exemple, une simple flatterie en disant regarde, ah bah, tu es très jolie, etc., jusqu'à insinuer voilà, des propos relevant d'une forme de sexisme. Bon, alors je vois que personne pour l'instant n'intervient dans le chat, mais je serais très intéressée d'avoir votre retour parce que précisément, aujourd'hui, on va parler d'un triptyque, c'est-à-dire du harcèlement, du télétravail et aussi des preuves qui sont recevables. Donc, si on tire la pelote de laine sur la base de cette vidéo, est-ce que un Zoom qui sera enregistré, par exemple, par cette femme, par cette salariée, serait susceptible de constituer une preuve au prud'homme, des preuves qui qualifieraient une forme de harcèlement au travail? Alors, je lis rapidement ce que vous dites. Laurence nous dit « La distance et la proximité de l'écran devient permissive ». En effet. Carole nous dit « Pour moi, ce sont des échanges inadaptés ». Et c'est très intéressant le terme que vous employez, il me semble que c'est votre prénom, Carole Ambrosio. Là, vous parlez, vous voyez, d'échanges inadaptés. Alors que moi, j'ai plus parlé de sexisme, de harcèlement ou à minima de stress. Lydia nous dit « Agissement et propos sexistes pour le harcèlement, il faudrait connaître le caractère répétitif de la situation ». Donc, vous voyez,
Je vous remercie d'avoir interagi toutes les trois. C'est extrêmement intéressant parce que vous avez une vision qui est chacune extrêmement nuancée. Carole dira sont des échanges inadaptés. Lydia dira il faut la répétition des faits pour qualifier le harcèlement. Laurence voit les choses de manière plus peut-être sociétale, générale, en disant effectivement, c'est la proximité de l'écran, il y a une sorte de permissivité qui s'installe. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de constater sur la base de vos témoignages dans le chat, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, le harcèlement moral, notamment via le télétravail, est sujet et dépendant de la sensation que l'on a de propos inadaptés ou de demandes inadaptées ou de gestes inadaptés, même de manière virtuelle. Et donc, vous voyez, tout ça, je dirais, et j'en aurai terminé avec cette introduction, se situe, je dirais, sur une sorte de ligne d'arc-en-ciel de la perception des mots, des faits ou des gestes. On peut aller d'une sorte de blague, de promiscuité entre collègues, au fait que c'est inadapté, au fait que c'est un stress, au fait que si c'est répété, c'est un harcèlement. Donc, vous voyez, c'était déjà compliqué sur site, parfois d'appréhender tout ce qui relève du harcèlement, mais en matière de télétravail, ça pose encore plus de difficultés. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de voir tout de même ce que propose le ministère du Travail en termes de télétravail. Alors, j'essaye de vous transmettre une infographie immédiatement. En tout cas, il y a des recommandations très claires qui ont été faites par le ministère du Travail pour donner des directives aux entreprises, pour dire, les réunions à distance, ça doit se passer de telle ou telle manière. Alors là, je vois que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais vous passer tout de suite, en fait, la présentation, parce que il s'agit vraiment d'abord de dire de quoi on parle, c'est-à-dire la qualification juridique des faits. Donc, je le répète, c'est extrêmement important de voir les choses sous 3 axes. Le premier axe, c'est de dire, on parle de harcèlement. Donc, de quel type de harcèlement parle-t-on? Parle-t-on de harcèlement ou parle-t-on de stress? Après, on va parler de télétravail. Est-ce que le travail en télétravail, à domicile, diffère tellement du travail sur site? Si oui, on va qualifier. Enfin, et c'est tout l'objet du webinaire de ce jour, il va falloir expliciter quelles sont les preuves dans ce contexte de télétravail qui sont recevables auprès des prud'hommes ou pour négocier un départ au sein de son entreprise si véritablement on se sent harcelé. Donc, je vous passe immédiatement un PowerPoint extrêmement précis, ciblé, que j'ai préparé pour vous. Alors, harcèlement en période de télétravail, quelles sont les preuves recevables? Alors, je rappelle rapidement, donc le monde du travail a connu des bouleversements récents en raison de la multiplication des réorganisations au sein des grandes entreprises, du développement du travail nomade ou du télétravail. Cette nouvelle donne peut être ce qu'on appelle source de stress, à minima pour les salariés. Et il convient de distinguer le stress qui peut exister dans un contexte professionnel et le harcèlement moral au travail. Stress ou harcèlement. Le stress, comme vous le savez, je pense pertinemment, le stress n'est qu'un indicateur des risques psychosociaux au sein de l'entreprise, mais ne constitue bien évidemment pas du harcèlement moral. La frontière est toutefois ténue, vous en conviendrez, mais elle existe, et c'est la raison pour laquelle il faut faire un examen des arrêts, notamment rendus en la matière par la Cour de cassation et la Cour d'appel, qui le démontrent bien. Si vous souhaitez interagir dans le chat pour me faire part de situations auxquelles vous avez été confrontés et pour lesquelles vous vous êtes posé la question, s'agit-il de stress au travail? S'agit-il de harcèlement pur et dur? Eh bien, je vous invite à interagir dans le chat. Ce sera extrêmement intéressant. Tous vos exemples qui sont, tous les cas ou dossiers que vous rencontrez seront d'une extrême pertinence et me permettront de rebondir.
Donc, stress ou harcèlement, comme on vient de le dire, la frontière est très ténue. Comment reconnaître une situation de stress au travail? Certains salariés qui pourraient être dans une situation de stress au travail ne seront pas, comme on vient de le dire, nécessairement reconnus comme ayant subi des agissements constitutifs de harcèlement moral. Donc, quand on parle de stress au travail, on parle, je le répète, d'un des indicateurs et pas le seul de risques psychosociaux. Et face à ces risques liés à ces nouvelles formes de travail, devront être prises en compte dans le cadre de l'obligation de prévention, comme on l'a indiqué très souvent, ce fameux document unique d'évaluation des risques, tout comme le document d'évaluation des risques psychosociaux, qui doivent prendre en compte ces nouvelles formes de travail et prévoir des mesures permettant de réduire le stress qu'elles pourraient engendrer. Donc, je fais un petit arrêt sur image. C'est extrêmement important de savoir que l'on parle de harcèlement pur et dur ou que l'on parle de stress au travail, toutes ces émanations de la souffrance au travail doivent apparaître dans ce fameux document unique qui doit être mis bien évidemment à la disposition de tous les professionnels concernés, vous en premier lieu, la direction des ressources humaines, les syndicats, etc., les CSE, mais évidemment aussi des salariés pour avoir une sorte de photographie générale, globale de ce qui se passe dans l'entreprise à ce niveau-là et de ce qui peut être en interne qualifié de stress avec des situations concrètes ou de harcèlement. Donc, ces documents sont extrêmement importants parce qu'ils peuvent mettre en lumière la particularité des contextes professionnels qui sont très différents d'un milieu professionnel à l'autre, comme vous le savez. Alors, les risques psychosociaux soulèvent donc des questions délicates qui touchent à l'humain. Dans ce cadre-là, au-delà du formalisme, au-delà des lois, au-delà des procédures internes, l'écoute et la prise en considération de la parole de l'autre constituent des éléments clés du dénouement en amont des situations qui, si elles ne sont pas prises en charge utilement à temps, risquent de se dégrader profondément pour atteindre un stade de non-retour. Là aussi, je fais un arrêt sur image. Et c'était important pour moi d'introduire ce slide au démarrage de ce webinaire. Encore une fois, l'idée de ces webinaires, c'est de vous donner une vision pratico-pratique de ces questions-là. Et ce que je veux vous dire en introduction, et qui est vraiment le fruit de mon expérience, c'est quelle que soit la qualification juridique des faits, à savoir que l'on parle de stress au travail ou de harcèlement moral, sexuel, de quelque ordre que ce soit, à la base, il y a la prévention. La prévention, elle n'est pas que cosmétique. Elle n'est pas là simplement pour s'inscrire dans des documents uniques mis à disposition des services ou des salariés. Elle est là pour être vécue de l'intérieur. Et pour pouvoir dénouer des situations à risque, que ce soit à minima un stress ou à maxima un harcèlement moral ou professionnel, l'écoute ou la prévention passe par le dialogue avec les salariés concernés. Et ça, il me semble que c'est du bon sens, mais c'est extrêmement important de rappeler que la prévention des risques psychosociaux commence en premier lieu par de l'écoute, par une prise en considération de la parole de l'autre. La lutte contre le harcèlement moral, il faut le savoir aujourd'hui, passe par une plus grande responsabilisation de l'employeur et vous allez voir comment, après, je raccroche les wagons avec le contexte particulier du télétravail. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, l'employeur, il a une obligation de résultat, c'est-à-dire il a une obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire que, je reviens, excusez-moi, je fais encore une petite pause et je fais un tout petit tour dans le chat pour voir ce que vous me dites. Il a une obligation de sécurité de résultat. Et là, je reviens sur une notion extrêmement importante que j'ai eu l'occasion de dire et de déployer à plusieurs reprises lors des précédents webinaires, c'est que en matière juridique ou judiciaire, c'est-à-dire soit dans la sphère de l'entreprise, dans la sphère légale, dans les codes, dans le code du travail ou dans le code civil, dans le code de la sécurité sociale ou autre, eh bien, vous avez les obligations qui relèvent d'une obligation de moyens, c'est-à-dire que l'employeur a fait son maximum, mais en quelque sorte, il est déchargé de sa responsabilité s'il n'est pas arrivé
au résultat que la loi lui enjoint d'atteindre. Ça, c'est l'obligation de moyens pour lesquels vous pouvez avoir des obligations de moyens simplifiées ou renforcées. Et vous avez ensuite l'obligation de résultat. Et l'obligation de résultat, elle, ne laisse pas le choix à l'employeur qui doit avoir pris toutes les mesures en amont, en aval, pendant les crises ou les difficultés attenantes aux salariés qui relèvent de sa responsabilité. Et donc, il doit avoir pris toutes les mesures possibles et imaginables. Et tout ce qui concerne les risques psychosociaux, que ça passe du stress au harcèlement, relève d'une obligation de sécurité, de résultat de l'employeur. Mais vous allez voir, ça c'est des articles précis dans le Code du travail que vous allez pouvoir trouver dans l'onglet Les fichiers, dans un document qui s'appelle Harcèlement au travail se défendre. Et là, vous aurez toutes les bases légales que vous pourrez ramener éventuellement dans les mails ou les courriers avec d'autres services ou auprès des salariés que vous recevez. Alors, maintenant que l'obligation de sécurité de résultat est posée vis-à-vis de l'employeur, vous allez voir en quoi une jurisprudence récente a minoré en quelque sorte, à la lumière, dans le contexte particulier du télétravail et du Covid, cette fameuse obligation de résultat. Avant d'y aller, je fais un tout petit tour dans le chat. Véronique me pose la question suivante. Est-ce qu'une personne qui est en télétravail et qui fait part régulièrement d'un sentiment de solitude à son manager, qui ne reçoit aucune aide de sa part, peut être qualifiée de harcèlement? Eh bien, tout à fait, Véronique, tout à fait. Effectivement, si ce salarié a fait part, c'est là que c'est très intéressant et qu'on se déconnecte, j'irai un petit peu, de ce que disait par exemple Lydia, à savoir que le harcèlement, c'est la répétition. Bien sûr que, en termes de manière étymologique et même en termes légaux, le harcèlement, c'est la répétition des faits. Mais dans le contexte particulier du télétravail, il faut savoir que votre question est très, très pertinente, Véronique. Ça veut dire qu'un salarié qui ferait part de son sentiment de solitude, mais un sentiment particulier, qui n'est pas simplement, je dirais, un état d'être ou un vague à l'âme ou quelque chose comme ça, un sentiment de solitude, par exemple, comme dans le cas de la petite vidéo qu'on a vue, quelqu'un qui participerait très régulièrement à des réunions par Zoom et qui ne serait pas du tout écouté par ses collègues ou dont la parole serait coupée. Et ça, c'est le cas, sans rentrer dans des répartitions genrées. Vous savez que c'est le cas, malheureusement, même dans des réunions du CAC 40 avec des grandes chefs d'entreprise, c'est que souvent les hommes ont tendance à couper la parole des femmes. Et ce fait-là n'est pas juste une vue de l'esprit ou une sorte de sentiment qu'on pourrait qualifier un sentiment de solitude, c'est une sorte d'acte sexiste qu'on peut qualifier, quand bien même il ne serait pas répété, mais suffisamment violent, à une forme de harcèlement. Ce que je veux dire par là, Véronique, pour répondre précisément à votre question, c'est que ce soit un événement unique ou que ce soit un événement répété, si l'événement unique est d'une particulière gravité, c'est-à-dire que même lors d'une réunion par Zoom, eh bien, la personne à qui on coupe la parole ou qu'on ne veut pas entendre ou à qui on coupe le micro à distance, etc., se sent humilié par rapport au regard des enjeux de cette réunion-là, oui, ça peut être qualifié de harcèlement. Mais ce qui est intéressant, pour terminer, Véronique, pour vous donner une réponse très ample à votre question, c'est que ça ne peut être qualifié de harcèlement que si et seulement si, lorsque la personne a fait part de son sentiment de solitude à son manager, le manager n'a pas répondu à l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, à savoir faire par feu, je dirais en quelque sorte, à ce sentiment de solitude et faire en sorte que la situation puisse être remontée ou puisse être gérée, etc. Ce sentiment de solitude qui devient du harcèlement, ça ne devient du harcèlement que si et seulement si le salarié qui fait part de ce sentiment de solitude est inaudible et que la situation n'est pas remontée et que rien n'est fait dans l'entreprise pour résoudre cette situation-là. Donc, vous voyez que la bascule, elle se situe précisément sur l'écoute qui est donnée aux salariés. Et là, vous voyez, je ne suis pas dans des discours de bienveillance, de bisounours, de care, de communication non violente ou ce genre de choses. On est véritablement dans le cadre légal de la prévention des risques psychosociaux et la prévention des risques
psychosociaux, passe par le fait qu'un manager à qui on relaie un sentiment de solitude de quelque ordre que ce soit, et bien que ce sentiment de solitude ne devienne pas du harcèlement en ne remontant pas la situation. Carole nous dit concernant le document unique, c'est que c'est souvent un document type qui prend en compte les risques psychosociaux de façon générale et très peu en fonction des spécificités des postes. Je vous rejoins absolument, Carole. C'est tout à fait ça. C'est la raison pour laquelle ces documents uniques derrière lesquels se retranchent souvent les employeurs en disant « Regardez, j'ai fait tout ce qu'il fallait », ne sont pas du tout suffisants. Et encore une fois, l'employeur a l'obligation de prendre en charge la situation du salarié qui se sent isolé ou harcelé ou stressé de manière subjective, de manière individualisée. Et en aucun cas, un employeur ne pourra se retrancher derrière le fait que j'ai fait le document unique et puisqu'il y a le document unique, les situations spécifiques de harcèlement n'existent pas. Ça n'est pas possible. Le document unique n'est là que pour, je dirais en quelque sorte, relayer une sorte de jurisprudence interne à l'entreprise en disant, voilà, on a eu tel cas de discrimination, tel cas de harcèlement moral, sexuel, etc. Et voilà comment on a géré les choses. Mais en aucun cas, on ne peut se retrancher derrière ce document unique et j'y reviendrai tout de suite après. Donc, je reprends la présentation. Comme je vous le disais, la lutte contre le harcèlement moral passe par une plus grande responsabilisation de l'employeur. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, énonce que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai souhaité absolument vous mettre en lumière à l'occasion de ce webinaire cette jurisprudence spécifique et bien vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'ensuit que l'employeur a désormais tout intérêt à diligenter une enquête dès lors qu'une accusation de harcèlement moral est formée, même s'il s'avère au final qu'elle était infondée. Cette décision de novembre 2019 se place dans le sillage de la jurisprudence Air France qui a profondément modifié l'obligation de sécurité. Avant cet arrêt, l'obligation de sécurité était considérée comme une obligation de résultat. Désormais, c'est une obligation de moyens renforcés. Donc, alors là, je sais que tout ça peut vous paraître un petit peu abscon, vous qui n'êtes peut-être pas forcément juriste, mais qui avez de grandes connaissances en la matière, mais je reviens là-dessus parce que c'est un glissement qui est extrêmement important et qui corrélé au contexte particulier de télétravail en période de Covid et c'est une jurisprudence derrière laquelle va s'abriter systématiquement l'employeur. Donc, je reprends ce que j'ai mis en premier petit paragraphe, à savoir que cette jurisprudence dit que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral. C'est-à-dire que désormais, sur la base de cette jurisprudence qui est devenue une jurisprudence constante depuis 1 an et demi, la prévention des risques professionnels est décorrélée de la prohibition des agissements de harcèlement moral. Ça veut dire que la prévention s'inscrit dans une obligation de moyens renforcés et non plus dans le cadre d'une obligation de résultat, alors que la prohibition des agissements de harcèlement moral, lui, fait bien, je dirais donc cette prohibition, fait bien partie d'une obligation de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela veut dire que quand il y a des situations qui échappent à l'employeur, et particulièrement en matière de télétravail, particulièrement dans le cadre de réunions Zoom, où tout peut être un peu diffus, ou comme vous l'avez dit très justement dans le chat, et je vous remercie d'avoir interagi, on peut parler simplement d'inaptitude, voilà, de propos inadaptés, de gestes en visio qui ne soient pas très délicats, ce genre de choses. Et là, effectivement, depuis cet arrêt qui a été confirmé par les conseils de prud'homme, par la Cour d'appel et par la Cour de cassation depuis 1 an et demi, eh bien, dans le cadre de la prévention, désormais, l'employeur n'est soumis qu'à une obligation de moyens renforcés. C'est-à-dire que si des situations un peu flottantes où il y a la frontière entre le stress, le harcèlement ou des agissements sexistes, des propos comme on l'a vu sur cette vidéo apparaissent dans le cadre du télétravail, eh bien l'employeur sera bien moins sanctionné qu'il l'était avant cette jurisprudence. Avant cette jurisprudence, ce qui était dans la prévention des risques psychosociaux et de la prohibition des faits de harcèlement,
eh bien, tous les deux étaient soumis purement et simplement à une obligation de résultat, de sécurité de résultat. C'est dire, et c'est pour ça qu'il était important pour moi de vous déployer cette jurisprudence, de dire que dans ce contexte de télétravail, mettre en avant le fait que l'employeur n'a pas tout fait pour prévenir la situation, eh bien, c'est beaucoup plus délicat. Et tout le contentieux autour du télétravail, en tout cas du harcèlement dans un contexte de télétravail, est plus difficile à amener en termes de preuves devant les conseils prud'homaux et on va y arriver. Donc là, je vous ai fait un résumé des conséquences de cette jurisprudence de 2019. La première, c'est que cette jurisprudence insiste néanmoins à une plus grande responsabilité de l'employeur en l'enjoignant à réagir dès lors que des allégations de harcèlement sont formulées et à prendre toutes les mesures nécessaires. Ainsi, si la réclamation de harcèlement est suffisamment détaillée, c'est-à-dire que si le salarié ne se limite pas à faire valoir une situation de harcèlement, mais fournit des faits concrets avec des dates et éventuellement des noms de témoins, l'employeur doit diligenter une enquête. Si cette enquête met en évidence des erreurs ou comportements inappropriés, comme on l'a vu dans cette petite vidéo, l'employeur devra prendre des mesures correctrices lorsque cela s'avère nécessaire. Cela lui permettra de démontrer qu'il s'est conformé à ses obligations et limitera donc le risque de condamnation des juges. Moyen au résultat, l'assouplissement de la position de la Cour de cassation et le passage d'une obligation de sécurité de résultat à une obligation de moyens renforcée a permis néanmoins d'insister auprès des employeurs sur la nécessité de mettre en œuvre les moyens de prévention nécessaires, mais également sur la nécessité de réagir rapidement en cas de dysfonctionnement porté à la connaissance du management. Donc vous voyez, cette jurisprudence, elle est très intéressante parce qu'elle exonère un petit peu sur le volet, je dirais, prévention de l'employeur d'une obligation trop importante qui serait une obligation de résultat, mais l'obligation de moyens renforcés lui renforce, je dirais, sa responsabilité, donc au sens propre du terme, notamment dans le cadre d'enquêtes internes qui doivent être immédiatement diligentées pour savoir si la situation de harcèlement est véritablement une situation de harcèlement. Mais là où c'est difficile, et là ce que pointe aussi cette enquête, et là je fais un petit arrêt sur image, c'est que l'employeur ne doit légalement déployer une enquête que si et seulement si le salarié est à même d'amener suffisamment de preuves, d'éléments, à minima, et je vous invite à noter cette expression-là, un faisceau d'indices concordants qui va permettre à l'employeur de dire « Ah ben oui, on n'est pas dans une situation qui est juste une vue de l'esprit ou comme une des participantes disait dans le chat, une sorte de sentiment de solitude chez la personne, mais c'est un fait avéré, à minima de stress au travail ou de harcèlement professionnel, donc je dois diligenter une enquête. » Donc vous voyez, en fait, il y a une intrication, je dirais, entre à la fois l'obligation de moyens de l'employeur qui doit diligenter une enquête dès qu'il est au courant d'une situation de harcèlement, mais il ne suffit pas qu'il soit au courant d'une situation de harcèlement, il faut que cette situation de harcèlement soit suffisamment prouvée par le salarié lui-même pour qu'il soit dans l'obligation de diligenter une enquête. Donc vous voyez, je dirais que, en quelque sorte, la responsabilité du salarié, c'est-à-dire la proactivité du salarié pour faire valoir ses droits, est quasiment mis au même niveau que l'obligation de moyens renforcés de l'employeur. Alors, là aussi, je fais un petit stop quand même sur ce fameux document unique d'évaluation des risques professionnels et psychosociaux. Ces deux documents, même si parfois ils sont par trop cosmétiques, comme vous l'avez pointé dans le chat, ils doivent néanmoins être mis à jour régulièrement. Et là, vous, en tant qu'assistants sociaux ou RH, vous pouvez demander, solliciter auprès de l'entreprise en disant, regardez, là, on a actuellement 2 documents uniques, mais qui n'ont pas été remis à jour au regard des événements récents au sein de l'entreprise. Et donc, vous pouvez tout à fait mettre l'entreprise face à ses responsabilités de mise à jour régulière de ces 2 documents. Ces documents prennent une place croissante
dans le cas de l'obligation de prévention et dans le contrôle notamment par l'administration du travail, de respect par l'employeur de ses obligations. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là aussi que vous pouvez vous mettre en face à face avec l'entreprise. Il ne suffit pas simplement de relayer, vous, en tant qu'assistants sociaux, en tout cas, vous pouvez, au-delà, je m'exprime plus clairement, vous pouvez, en tant qu'assistants sociaux ou RH, au-delà de votre mission, je dirais, de relayer la situation de stress ou de harcèlement, mais vous pouvez tout à fait aussi challenger l'employeur sur le fait qu'il n'a pas mis à jour régulièrement ces deux documents, notamment parce que c'est l'administration du travail, l'inspection du travail qui va respecter, qui va contrôler le respect par l'employeur de ses obligations en matière de documents uniques. Je fais un petit tour sur le chat. Philippe nous dit « L'enregistrement d'une réunion en audio sans prévenir les participants, est-ce légal et n'est-ce pas le début d'un harcèlement ?» Philippe, c'est exactement le sujet des prochains slides qui arrivent immédiatement. Il y a une grande différence entre l'admissibilité des preuves, de toutes les preuves, même des enregistrements audio, évidemment qui sont à géométrie variable, parce qu'eux-mêmes peuvent être une captation illégale, vous voyez, dans un contexte où les gens ne sont pas prévenus. Mais là, je vais y revenir tout de suite, parce qu'il y a une grande différence entre les tribunaux civils auxquels appartiennent les conseils des prud'hommes et les tribunaux correctionnels qui relèvent, eux, du pénal. Donc, Philippe, patientez 5 minutes et je vais y venir immédiatement. Alors, le nouveau protocole sanitaire impose-t-il le télétravail? Alors ça, je passe rapidement là-dessus parce qu'on a eu l'occasion d'en parler. Il y a en effet une grande tension sur la question de savoir si le télétravail est une obligation. Plusieurs points sont à prendre en compte pour répondre à cette question. D'abord, il est avéré que le protocole sanitaire ne constitue pas une obligation formelle. Il n'a pas de valeur de texte de loi ni réglementaire. Ce principe a été posé dans un arrêt du Conseil d'État récent qui date de moins de 6 mois, d'octobre 2020. La rédaction employée par ce dernier par le Conseil d'État est très subtile. Il écrit que le protocole sanitaire, c'est un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur dans le cas de l'épidémie du Covid, en rappelant les obligations qui existent en vertu du Code du travail. Ainsi, le Conseil d'État a coupé court à une idée qui commençait à germer selon laquelle le protocole sanitaire serait une obligation en tant que tel. Donc le télétravail, souvent, on a la sensation, et c'est une perception qui est réelle, qu'il est imposé, mais il faut le savoir que ça n'est pas obligatoire d'imposer le télétravail. Et je ne veux pas trop revenir là-dessus parce que malheureusement, voilà, déjà l'heure tourne, et là je veux vraiment arriver sur les preuves qui sont recevables. C'est qu'il est très très difficile de contester la pertinence ou pas du télétravail, surtout dans les périodes troublées que nous vivons, où très certainement nous allons vers un reconfinement, vous avez de nombreux variants du Covid, donc tout ça est extrêmement compliqué et moi j'invite jamais, sauf pour des métiers, des postes qui imposent d'être sur site, voilà, de contester les mesures prises par l'employeur pour imposer, je dirais, le télétravail, puisque de manière générale, l'employeur impose le télétravail pour la sécurité des salariés eux-mêmes. Donc, il est très difficile de contrer de telles mesures. Alors, concrètement, pour répondre à votre question, Philippe, et j'y reviendrai tout de suite, sur les enregistrements audio. Quels éléments doivent être réunis par le salarié pour faire reconnaître le harcèlement moral dont il se prétend victime? Ce qui est très important, c'est que le harcèlement, c'est une situation de fait, ce n'est pas une situation de droit, comme ça, très solennel, c'est une situation qui apparaît comme ça dans le cadre du travail et dans le cas de figure de notre webinaire de ce jour, dans le cadre du télétravail, qui peut être prouvé et établi par tout moyen, j'insiste là-dessus, notamment par le biais d'attestations en justice, dont vous pouvez démontrer le harcèlement moral subi avec d'autres témoignages, comme le témoignage d'autres salariés, de votre famille, de vos amis, des clients de l'entreprise ou tout autre tiers avec qui vous êtes régulièrement en contact dans le cadre de votre activité professionnelle et auprès desquels vous vous serez confié sur votre situation. 3 points extrêmement importants concernant les témoignages et je vous invite à le noter. Si vous n'avez pas de quoi noter, vous le retrouverez dans cette présentation que vous pouvez télécharger dans les fichiers. Les témoignages doivent relever d'un triptyque. Ils doivent être précis, ils doivent être répétitifs et ils doivent être concordants. C'est pour ça que souvent, quand on parle de preuves de harcèlement, on parle plutôt de faisceaux d'indices.
puisque les faisceaux d'indices, voilà, ça permet de donner, de procurer, je dirais, au conseil prud'homal une conviction quant à la matérialité du harcèlement. Les règles à respecter, et je vais tout de suite répondre à votre question, Philippe. Les écrits, il faut garder les écrits que votre harceleur peut laisser à votre rencontre en pratiquant des actes qui dégradent vos conditions de travail, des écrits qui mettent en avant des propos déplacés, menaçants, agressifs. Ça peut être des mails, et là je fais un petit arrêt sur image et c'est extrêmement intéressant. Ça peut être aussi du chat par Zoom ou par Teams ou par quel que soit le moyen utilisé pour faire des réunions dans vos contextes professionnels. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les écrits, ça peut être aussi une capture d'écran d'un chat, comme on le fait là lors de notre webinaire, lors duquel vous aurez soit un collègue, parce que le harcèlement, il peut être horizontal ou vertical, un collègue ou un N+1, N+2, un manager ou quelqu'un d'un autre service qui vous battrait froid ou qui serait humiliant, qui serait dégradant, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Quand on parle d'écrit, particulièrement en période de télétravail, on ne parle pas simplement des mails, mais on peut aussi parler des échanges dans un chat. Donc ça, vous voyez, j'imagine que peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est extrêmement important. Ensuite, au-delà des écrits, vous avez les messages vocaux. Lorsque l'auteur peut être identifié et que la pièce est conservée dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité, une retranscription sous forme de constat d'huissier peut être utile. Là aussi, les messages vocaux, je vous invite à les garder. Et quand on parle de messages vocaux, ça peut être aussi, et là, je fais un petit arrêt sur image là aussi, ça peut être aussi les notes vocales WhatsApp ou Telegram ou autres. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de groupes WhatsApp professionnels. Et souvent, quand vous avez, par exemple, moi j'ai un client qui est cadre dans une grande entreprise de cosmétiques, il a au moins 4 groupes WhatsApp professionnels. Et des fois, quand il ne réagit pas assez rapidement, il peut recevoir des notes vocales limite incendiaires qui le rappellent à l'ordre en lui demandant mais pourquoi tu n'étais pas devant ton téléphone, pourquoi tu n'as pas réagi au fil des discussions WhatsApp. Eh bien, il faut savoir qu'une note vocale WhatsApp, vous pouvez, alors si tant est que, et c'est le terme, l'intégrité du message est préservée, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est que si c'est note vocale WhatsApp ou un message vocal classique est caractéristique d'un contexte de harcèlement ou même à minima de stress ou comment dire, un fait qui relèverait d'un agissement discriminatoire de quelque ordre que ce soit, vous allez chez un huissier et l'huissier va retranscrire le message ou la note vocale. Et ça, ce sera extrêmement important parce qu'auprès des prud'hommes, ça fera foi. Le fait d'être allé voir un huissier, eh bien, ça rajoutera, je dirais, une couche, un caractère même de gravité et ça démontrera aussi que vous avez pris votre dossier très, très, très au sérieux. Donc, je vous invite, en tout cas, je vous invite à inviter les salariés ou les agents que vous rencontrez à faire transcrire ces messages vocaux auprès d'un huissier. Ensuite, vous avez le dossier médical auprès du médecin du travail. On peut le consulter et ce dossier pourra décrire votre situation et votre état de santé physique et ou psychologique. Et les SMS, eh bien, les SMS, tout comme je viens de le dire, les notes vocales et les emails, les juges estiment que les SMS et emails sont un mode de preuve recevable. Donc, ne pas hésiter à les garder et à les faire transcrire auprès d'un huissier. D'autres éléments permettent-ils de faire constater un mal-être des salariés lié à un harcèlement? Bien sûr, vous avez au-delà de la situation subjective du salarié, vous avez le contexte de l'entreprise, ça peut être un turnover important, l'absentéisme, les retards, le nombre de licenciements pour inaptitude qui va permettre au Conseil des prud'hommes d'avoir une photographie, je dirais, panoramique de ce qui se passe dans l'entreprise au-delà du cas particulier du salarié. Vous avez aussi les procès-verbaux de réunion des élus du personnel qui évoquent la situation signalée au cours d'une réunion avec la direction, les certificats médicaux qui portent uniquement sur l'état de santé, décrivant les effets du harcèlement moral sur la santé physique et morale, nervosité, anxiété, irritabilité, stress, hypertension artérielle, dépression, troubles du sommeil, autant de conséquences possibles du harcèlement moral au travail. Il est très important que les preuves, que vos preuves décrivent les situations suivantes susceptibles de constituer un harcèlement moral.
c'est-à-dire des humiliations publiques, des mesures vexatoires, un dénigrement. Vous voyez typiquement ce qu'on a vu dans la vidéo, il y avait clairement une forme de dénigrement de cette femme. Un isolement, là aussi, dans le cadre de la discussion, quand on lui coupait la parole, la mise à l'écart du salarié, se voir confier des tâches dévalorisantes. J'ai eu par exemple le cas d'un cadre dans une grande entreprise qui manage une équipe d'une centaine de personnes, à qui on a demandé, parce qu'on voulait le licencier, de poser, ce qui n'était pas du tout infamant, loin s'en faut, mais de poser des scotch, vous savez, pour mettre la distanciation entre tel ou tel siège, pour ne pas que les gens s'assoient à côté quand ils revenaient sur site une fois par semaine. Effectivement, il y a rien de très infamant, mais eu égard à la fiche de poste de ce cadre, eh bien, c'était vraiment pas dans sa fiche de poste de faire ce genre de choses. Donc, c'était limite des méthodes, je dirais, vexatoires de l'entreprise. Des sanctions aussi injustifiées envers un des salariés, avertissement, multiplicité des procédures disciplinaires, surcharge de travail, opérer des retenues sur salaire, non-respect des clauses conventionnelles, faire travailler le salarié durant son arrêt de travail, non-paiement de la prime de 13e mois, absence d'organisation d'une visite médicale, autant de situations qui sont susceptibles de constituer un harcèlement moral. Philippe, je vous réponds immédiatement. Attention, les enregistrements à l'insu de la personne concernée ne sont pas recevables car ils seront considérés comme un procédé déloyal et illicite. Je précise là-dessus, parce que quand on parle d'enregistrement, souvent on parle d'un système de prédation sexuelle, excusez-moi ce terme, mais c'est le terme qui est employé par la jurisprudence, du harcèlement moral soit très aggravé ou du harcèlement sexuel au travail. Dans le cadre, par exemple, d'un harcèlement sexuel, même via télétravail, via SMS, via des messages vocaux, etc., on peut enregistrer à son insu la personne et utiliser un enregistrement explicitement en 2 temps, par le biais de 2 recours. Le premier, il est prud'homal et l'autre, il est pénal. Lorsque le procès pénal sera fixé, parce qu'il faudra porter plainte ou faire citer la personne, c'est ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. C'est-à-dire une plainte au pénal et constitution de partie civile, c'est obtenir des dommages-intérêts au civil. Et ça interrompt l'instance prud'homale par une demande de sursis à statuer et ne revenez-y qu'une fois prononcée la condamnation de l'agresseur. Et là, je fais un arrêt sur image qui est extrêmement important. C'est que l'enregistrement vidéo ou audio à l'insu de la personne, c'est un procédé déloyal illicite devant le Conseil des prud'hommes, mais ça ne l'est pas devant un tribunal correctionnel. Lorsque vous portez plainte pour harcèlement contre une personne de l'entreprise, que ce soit votre supérieur hiérarchique ou un collègue de travail, peu importe, eh bien, la première des choses à faire, c'est qu'il faut porter plainte. Si les faits, encore une fois, sont répétitifs, sont concordants et sont précis, que vous avez suffisamment d'éléments dans votre dossier, parce qu'on en revient encore une fois à la pierre angulaire du système probatoire en matière de harcèlement, il faut des pièces et encore des pièces et différentes pièces. Il faut des attestations, des certificats médicaux, des écrits, des retranscriptions auprès d'huissier, etc. Et donc, tout ça va former l'idée du magistrat, mais il va falloir d'abord commencer par la procédure pénale pour avoir la condamnation de la personne. Et dans ce cadre-là, oui, vous pourrez utiliser des audios ou des vidéos pris sans l'accord de la personne. Et là, ce ne sera pas des procédés ni illicites ni déloyaux. Et la condamnation au pénal pourra, elle, être utilisée à l'appui de vos demandes dans un second temps auprès du juge prud'homal. Alors, Lydia nous demande si c'est un acte payant. Oui, allez chez l'huissier pour faire retranscrire je pense que c'est ça votre question, Lydia, pour faire transcrire un SMS ou un message vocal ou une note vocale WhatsApp ou que sais-je. Oui, c'est un acte payant. C'est pas très cher. C'est entre 50 € et 70 € et je vous assure que ça en vaut vraiment la peine parce que pour le coup, que ce soit le juge correctionnel, c'est-à-dire au pénal, ou le juge prud'homal au civil, voit que véritablement vous êtes allé au bout de la démarche et que la transcription, je dirais, de l'audio ou de la vidéo n'est pas entachée d'irrégularité. Je reprends la diapositive sur l'irrecevabilité donc des enregistrements devant les juges au civil. C'est irrecevable. Et les juges au civil, c'est qui? Ce sont notamment les juges des conseils des prud'hommes ou des chambres sociales, des cours d'appel et des cours de cassation. Ce qui est une aberration en soi, parce qu'il est très regrettable
parce que l'admission de telles preuves au civil pourrait activement protéger les victimes. Tout d'abord, le sachant, il y a plein de prédateurs ou de harceleurs qui hésiteraient à mener à terme de telles agressions sur leur proie, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que plus ou moins, il suffit d'activer voilà, une petite touche, et c'est tout à fait sans s'en rendre compte, une vidéo ou un audio. Donc, ce serait très dissuasif. Pareillement, au stade du procès, ça permettrait à la justice civile de juger les faits au plus près de la réalité, de ne pas laisser des victimes démunies et non indemnisées. Pour l'heure, dans les dossiers présentés devant les magistrats civils, ce genre de preuve est systématiquement récusé et écarté des débats. Donc, c'est une situation injuste. Pour autant, donc, comme je viens de le dire, il y a des solutions très efficaces qui existent. Devant le juge pénal, on peut donc utiliser ces enregistrements audio et vidéo à l'insu du harceleur ou du prédateur sexuel. À cet égard, il faut le savoir, et j'en aurai terminé, ces faits qui sont très graves sont jugés très sévèrement. Les condamnations tombent régulièrement comme un couperet et parfois avec des peines exemplaires. On assiste régulièrement à des peines d'emprisonnement fermes, pas simplement des condamnations en termes de dédommagement pécuniaire, mais des peines d'emprisonnement fermes de dirigeants prédateurs sexuels dont les faits ont été prouvés par des enregistrements réalisés à leur insu par les victimes. Donc, quelle est la marche à suivre? Il ne faut donc pas hésiter à enregistrer en audio ou en vidéo votre harceleur. Sur vos enregistrements, il faut que l'on se rende compte que vous êtes victime de faits de harcèlement sexuel ou moral. Il faut aussi que l'on entende votre agresseur. N'hésitez pas, et même si c'est une forme de manipulation, je dirais, mais c'est de bonne guerre en quelque sorte, il ne faut pas hésiter à lui parler en l'appelant par son nom et son prénom. Il faut savoir aussi, il faut faire savoir dans un second temps officiellement à son employeur qu'on est l'objet de harcèlement sexuel ou moral par le biais de courriers recommandés qui exposent les faits de manière très précise. Envoyez-en autant qu'il sera nécessaire, répliquez toujours aux réponses de l'employeur. Bien évidemment, il faut contacter des cabinets d'avocats, experts en la matière pour prendre les choses en main, parce que souvent ces dossiers sont d'une grande complexité. Il faut charger l'avocat de saisir d'abord le Conseil des prud'hommes et d'initier un procès pénal en second lieu, soit par le biais d'une plainte pénale devant le procureur de la République ou devant des juges d'instruction. Lorsque le procès pénal sera prévu, il faut demander à son avocat de demander au Conseil des prud'hommes de surseoir à statuer. Donc, je vous explique ce qui s'appelle surseoir à statuer. Il s'agit de, en fait, demander au juge prud'homal de dire, regardez, on a d'abord lancé la procédure prud'homale parce que c'est ce qu'il faut faire. En premier lieu, c'est la plus logique à faire. Mais concomitamment ou très rapidement, juste après, on a lancé la procédure au pénal. Et en général, quand il s'agit de plaintes et de plaintes qui n'ouvrent pas un classement sans suite, mais qui sont suffisamment qualifiées, eh bien, le juge pénal va s'en emparer extrêmement rapidement. Et dans ce cas-là, on va dire au juge prud'homal, est-ce que vous pouvez surseoir à statuer, c'est-à-dire mettre sur pause la procédure prud'homale, le temps qu'on obtienne une condamnation au pénal qui servira nos intérêts au prud'homme. Laurence nous pose la question suivante, l'enquête en cas de suspicion de harcèlement est-elle menée via les RH ou via un tiers? Alors, Laurence, effectivement, en général, la problématique doit être prise à bras le corps, je dirais, en premier lieu par les RH. Et c'est souvent dans un second temps que les RH vont faire intervenir un cabinet parfois externe, d'audit, ou des avocats, ou des médiateurs du travail. Mais en premier lieu, oui, et re-oui, et 100 fois oui, c'est le rôle de la direction des ressources humaines d'engager cette enquête-là. Ou alors, si les DRH ne font rien, vous pouvez, vous, tout à fait assistants sociaux, solliciter l'inspection du travail et leur demander de faire une enquête en interne. Mais là, ça rend les choses après beaucoup plus difficiles et l'idéal étant quand même que tous les services puissent se parler entre eux pour résoudre ces situations. Il est 15 heures et pour une fois, je vais terminer à l'heure. J'espère avoir été aussi exhaustif que possible sur des sujets qui sont extrêmement larges, mais j'espère vous avoir permis de disposer des leviers nécessaires pour accompagner les salariés et les agents qui seraient confrontés à des situations à minima de stress professionnel, à maxima de harcèlement. Dans ce cadre de télétravail, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas faire sa petite souris, il ne faut pas avoir honte d'aller voir l'assistance sociale, il ne faut pas avoir
de scrupules à faire remonter des situations inadaptées, à minima inadaptées, ou à maxima de stress ou de harcèlement auprès de sa hiérarchie. Le télétravail ne doit pas être synonyme d'isolement. Absolument pas. Donc, moi, je vous invite, vous, en tant qu'assistants sociaux, à bien faire passer ce message-là auprès des salariés que vous rencontrez. C'est qu'ils n'hésitent pas à vous solliciter pour ce type de situation, même s'ils n'ont que des questions, ne serait-ce que pour qualifier clairement le contexte. Si c'est une situation qui peut être résolue rapidement, etc., encore une fois, c'est la responsabilité de l'entreprise, soit de mener une enquête en interne, soit de faire en sorte que très rapidement la situation soit dénouée. Mais si les faits sont répétitifs et qui causent à la personne surtout un stress, ou même parfois sur la base de certificats médicaux, un arrêt de travail ou voilà, des problématiques d'avancement ou même carrément de licenciement, alors effectivement, encore une fois, c'est véritablement la responsabilité de l'employeur et l'employeur n'est pas exonéré de sa responsabilité d'obligation de moyens renforcés à cause de ce contexte très particulier du télétravail, d'autant plus qu'il va amener à se généraliser et perdurer dans le temps. Je suis à votre entière disposition si vous avez des questions plus précises ou des cas sur lesquels vous aimeriez m'interroger, Maître Boubli ou moi-même. Vous connaissez mon adresse mail judith@buchinger-rubin.com. Simone, oui, la séance d'aujourd'hui a été enregistrée. Le replay sera sur notre chaîne YouTube et vous disposerez aussi sur notre page Lire, voir et entendre d'une page spécifique très complète avec énormément de documentation, de podcasts, de liens vers les JFrance, de liens vers les jurisprudences récentes, etc. Et autant de matériaux qui vous donneront à vous de la matière, à vous assistants sociaux, pour pouvoir défendre au mieux les salariés et les agents qui viennent vous voir pour ces problématiques-là. Donc, mon mot de la fin sera suivant, ne jamais rien minimiser, toujours écouter les salariés et les agents que vous recevez, essayer d'appréhender au mieux, au regard de la loi, dans quel cadre on se situe, bien qualifier juridiquement les choses et surtout faire en sorte en interne de dénouer très rapidement la situation pour qu'on n'en arrive pas à devoir constituer un dossier, des pièces, aller chez un huissier, aller devant les prud'hommes ou devant un juge pénal, ce qui occasionne, c'est un coût énorme pour les personnes que moi je vois passer au cabinet. C'est un coût non seulement, je ne vous parle même pas des honoraires d'avocat que nous, voilà, comme vous le savez, on essaie de minimiser au maximum, mais c'est surtout un coût humain parce que c'est des procédures qui sont lourdes, difficiles et que la charge de la preuve est mise, la preuve est mise à la charge du salarié. Et c'est ça qui est très compliqué. L'employeur, lui, comme je vous le dis, c'est extrêmement important, je terminerai là-dessus. Lui, il peut s'abriter derrière le fait qu'il a mis tous les moyens en œuvre pour parer à cette situation de harcèlement. Mais les pièces, les preuves, eh bien, c'est au salarié de l'amener. Et souvent, quand un salarié est très abattu par une situation de harcèlement ou même malade, voilà, ou un arrêt maladie, etc., c'est extrêmement difficile. Nous, avocats, on doit vraiment, je dirais à la limite, coacher les personnes qui viennent nous voir pour leur dire, voilà, prenez un peu de force, essayez de réunir les pièces, etc. Parce que sans pièces, on ne peut pas faire aboutir ces procédures. Donc, si on peut éviter tous ces circuits procéduraux, que ce soit devant les tribunaux prud'homaux ou pénaux, eh bien, effectivement, on peut aller, je veux dire, les choses peuvent se dénouer rapidement. Et vous, en tant qu'assistants sociaux, vous êtes vraiment une sorte de maillon de la chaîne pour permettre de résoudre ces situations. J'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. La semaine prochaine, un webinaire extrêmement intéressant avec une médiatrice familiale, une ancienne directrice d'école, professeure des écoles, avec une spécialiste en parentalité, les ateliers Gordon, autour de la question suivante, lorsque les conflits explosent autour de la notion d'autorité parentale, au moment de la séparation, au moment du divorce, particulièrement pour tous les sujets attenants à la scolarité, à la santé, à la religion, autant de sujets extrêmement prégnants dont les tribunaux sont chargés à l'occasion de divorce ou de séparation. Et là, vous aurez vraiment 4 experts avec moi-même qui vous offriront des angles tout à fait différents pour appréhender au mieux ces questions aussi qui vous sont, j'imagine, remontées assez régulièrement dans des contextes de divorce et de séparation. Les 15h05
excellente fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.